Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Avec la trêve internationale, un premier bilan du début de saison, Betclic Elite s'impose. Le Paris Basketball a joué 8 matchs de championnat et il vous aura vraiment pas échappé que ce bilan est plus que délicat. Seulement 2 victoires pour 6 défaites, 16e place en championnat. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché sur le début de saison? Inversement, est-ce qu'il y a eu des points positifs? Est-ce que les dernières prestations du Paris Basketball peuvent nous donner peut-être l'espoir d'un mois de novembre et d'un mois de décembre peut-être de meilleure augure? On a envie d'en parler aujourd'hui dans cet épisode. Et aujourd'hui, pour ce gros programme, nous ne sommes pas trois, mais simplement en duo, en tête-à-tête avec Lilian. Salut Lilian. Salut Flavien, salut à tous. Avant de commencer, je vous rappelle le petit protocole habituel, nos réseaux sociaux. Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball On Air, tout simplement. Et nous, on va démarrer tout de suite, sans plus tarder. Paris Basketball On Air, saison 4, épisode 12, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kamagaté du Paris Basketball. Et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball On Air. Et dans un premier temps, on voulait simplement se poser la question, que penser du début de saison du Paris Basketball? Je vous le disais en préambule, seulement 2 victoires pour 6 défaites. Lilian, je vais tout simplement te poser la question très rapidement. Voilà, qu'est-ce que tu penses du début de saison de Paris, très généralement? Je pense que sans étonner personne, je pense qu'on peut dire qu'il est très moyen, voire décevant. Mais peut-être également conforme à nos craintes du début de saison. Je vais d'abord expliquer pourquoi je dis mitigé et décevant. On l'a dit, voilà, tu l'as déjà dit en préambule, mais les débriefs des matchs, notamment de Betclic Elite, étaient assez moroses, en tout cas sur ce début de saison. Paris a fait des prestations bien loin de ce qu'on a pu voir en pré-saison et qui auguraient de bonnes choses pour débuter la saison 2022-2023, mais ça s'est pas confirmé dans les premières rencontres. Alors on l'avait dit, le calendrier de Paris était compliqué, certes, mais c'est surtout plus globalement le contenu des prestations qui nous a déplu à Paris. Une défense complètement absente, notamment sur les tout premiers matchs. On s'y attendait un petit peu, mais c'est surtout l'attaque qui était tellement flamboyante sur la pré-saison qui a décliné, qui était peut-être un petit peu moins créatrice dans le jeu et un peu plus stéréotypée que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et c'est en ça que c'est décevant. Et en plus que le contenu n'était pas là, les résultats eux non plus ne suivaient pas. Mais au final, c'est un petit peu conforme à ce qu'on avait dit. On s'en réfère beaucoup à la preview qu'on avait fait en début de saison, mais parce que pour une fois, c'est dur. Les exercices de preview sont durs de prédire vraiment ce qui va se passer un petit peu dans les saisons des clubs. Mais pour le coup, les choses qu'on avait pointées du doigt, elles se sont révélées vraies, en tout cas jusqu'à présent. L'absence d'un véritable meneur gestionnaire s'est vu, notamment que ce soit dans la gestion des matchs pour les victoires, mais également la gestion des matchs en eux-mêmes d'un point de vue notamment sur la partie offensive. On sentait pas forcément de construction réelle dans le jeu en tout cas. Et il y a eu également, on avait pointé la faiblesse dans le secteur intérieur en termes de quantité, en termes de nombre. On a bien vu que l'arrivée de Jeremy Evans a fait beaucoup de bien dans ce secteur-là. Donc voilà, globalement, le début de saison de Paris est décevant, mais on s'y attendait un petit peu, à la fois parce que le calendrier était compliqué et à la fois parce qu'on avait pointé du doigt des choses qui n'allaient pas par rapport notamment, on en reparlera plus tard, au mercato qu'a effectué Paris cet été. Juste pour ajouter, je suis très d'accord sur tout ce que tu as dit. Je vais juste appuyer une chose sur le calendrier. Effectivement, était très difficile. Tu as commencé par 3 matchs à l'extérieur sur les 4 premiers de la saison. Et justement, sur ces 4 premiers matchs, tu n'avais pas ton coach pour coacher. Et je suis moi entièrement persuadé que ça a changé beaucoup de choses. Paris a démarré en 0-4. Et depuis que c'est Will Weaver qui coach, si je vous dis pas de bêtises, le bilan est à l'équilibre. Du moins en championnat, parce qu'il y a 2 victoires, il y a eu 2 victoires, 2 défaites. Et en Eurocup, il a tout simplement gagné 2 matchs et perdu seulement que 2 matchs. Donc aussi, ça peut faire partie des symptômes et des symptômes justement qui ont permis ce début de saison vraiment, vraiment délicat et pas à la hauteur de ce qui pouvait être espéré à la mi-septembre.
On en parlait en off, Lilian, et c'est toi qui le pointais du doigt. C'est un début de saison en fait qui ressemble beaucoup au Paris Basketball, non? Ben oui, après, alors, chaque saison a un peu son histoire, forcément. Il y a eu la première saison, création du club, saison assez... Forcément, c'est tes débuts, tu découvres tout. On vous l'a fait découvrir dans des articles sur le site, même en podcast. Voilà, c'était vraiment les grands débuts. Tu décroches ta première victoire en championnat seulement à la 6e journée. Mais le souci, c'est que ça s'est un petit peu répété sur les autres années. La deuxième saison, tu commences en 1-5 jusque en fin novembre, tu es en 1-5, une seule victoire, 5 défaites. La troisième saison, c'est l'année Covid assez particulière, mais tu avais quand même des aspirations assez fortes sur cette saison-là. Et tu as eu beaucoup de mal en début de saison avant voilà le run final qu'on connaît pour finalement accéder à la Betclic Elite. Et l'an dernier, tu avais pour un promu de fortes ambitions, notamment des ambitions de play-off délibérément affichées. Et tu commences en... Alors là aussi, le calendrier était assez complexe de mémoire. Et tu commences en novembre, tu étais en 2-6. Tu avais eu des victoires un petit peu miracles, à Cholet notamment au buzzer, contre l'Asvel. Mais voilà, un petit peu pour résumer, c'est que le problème, c'est qu'on a l'impression que ces débuts de saison parisiens ratés, bah, ils ont presque un petit peu les mêmes mots, on a l'impression, souvent. Enfin, je sais pas, je te retourne une question là, Flavien, même si tu as la présentation, mais je trouve que c'est souvent lié à soit un mercato pas raté, mais où le casting n'est peut-être pas idéal, soit un mercato qui a pu être tardif l'an dernier, par exemple, avec Kyle O'Quinn, pour ne citer que lui. Oui, oui, et même encore la saison d'avant, donc la saison de Pro B où Paris monte en Betclic Elite, t'as Ryan Botwright qui arrive, je crois, le 28 février, donc à la deadline, et avant ça, en tout cas, les résultats n'étaient pas forcément à la hauteur, même si je crois que c'était un bilan à l'équilibre où, en tout cas, Paris végétait autour de la 8e place, 6e place, mais il y avait Mélan Barby titulaire qui avait 19 ans, c'était ses premières vraies minutes en tant que titulaire en professionnel, et c'était un rôle qui était déjà trop grand. Enfin, la veste était vraiment trop grande pour lui. Et, euh, et il a fallu l'arrivée d'un Américain, l'arrivée d'un vrai meneur de métier expérimenté pour que derrière se débloque la suite de la saison pour Paris. Alors c'est un sprint, j'étais joué 25 matchs en 3 mois, mais je pense que sans Ryan Botret, Paris ne serait pas monté. Et la preuve, en fait, à chaque fois, depuis, je pense, 4 ans, parce que même encore la première saison, on va pas la compter, le mercato avait été fait en août. Mais souvent, je trouve que Paris se crée des problèmes dans son mercato estival, là où il n'aurait pas forcément besoin de, euh, de s'en mettre. D'autant que par rapport à d'autres équipes, en tout cas, on va dire dans ce qui est la norme dans les championnats de France, beaucoup d'équipes n'hésitent pas à faire des changements assez tôt dans les saisons. On l'a déjà vu là sur celle actuellement en cours. Strasbourg a changé des joueurs, Limoges également, euh, et même Paris, au-delà de faire des recrutements bruts et secs, dans au niveau des pigistes médicaux, mais souvent un petit peu de temps à les choisir. Et on ne s'explique pas forcément pourquoi Paris est parfois assez frileux sur le marché des transferts, alors que bah, pourtant ils ont le budget pour. Il y a les contrats qui peuvent expliquer cela. Paris donne des contrats assez juteux par rapport certainement, en tout cas de ce qu'on peut en savoir par rapport à peut-être à d'autres clubs au budget plus moyen en Betclic Elite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pointait déjà du doigt les saisons précédentes et qui bah, se répète un petit peu encore maintenant. Je te propose, Lilian, qu'on avance dans le conducteur, dans la trame de ce podcast, pour vraiment plutôt se rapprocher du terrain, parler un peu plus basket, parler de ce qu'on a vu sur les 8 premiers matchs de championnat. Vous avez pour l'Eurocup, déjà tout ce qu'il faut savoir de ce qu'on a pu analyser en tout cas lors de l'épisode précédent. On va se focus uniquement sur le championnat. Lilian, bah, voilà, peut-être première question très générale. Qu'est-ce que toi tu as vu sur le plan de jeu mis en place par Will Weaver cette année? Qu'est-ce qu'on en retient? Quelles sont les grandes lignes en tout cas de cette nouvelle manière de jouer pour Paris? Bah, j'ai envie de dire qu'on sait qu'il y a une manière de jouer pour Paris et une seule. Celle-là, ça, on l'a bien compris. C'est son jeu, son fameux jeu up tempo. Mais dans le même temps, j'ai envie de dire qu'on voit pas, en termes notamment de, alors on sait, voilà, je le dis, la manière de Paris, on sait comment il joue,
mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de schéma clairement établi, en tout cas notamment sur les systèmes de jeu. Je sais pas si c'est quelque chose où tu me rejoindras, j'ai pas l'impression qu'on voit des systèmes se répéter inlassablement match après match sur par exemple des sorties de temps mort, ou alors parfois les débuts de match sont un peu scriptés. En tout cas pour ma part, je vois pas des systèmes se répéter pour notamment certains joueurs en particulier pour les mettre dans les bonnes positions. Et ça me dérange un petit peu. Alors, dans le jeu up tempo de Paris, bon, on voit bien qu'il y a une chose qui est claire et nette. C'est un jeu qui pourrait être très apprécié aux États-Unis par les analytics. C'est beaucoup de 3 points, beaucoup de lay-up, assez peu de tirs dans la raquette à mi-distance. On a même vu que un Jeremy Evans a apporté un petit peu cela, cette alternance dans la peinture. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ressors, alors là, je me concentre beaucoup sur l'attaque, mais c'est que je trouve que Paris, ok, a un style de jeu clair, mais manque un petit peu de structuration et de schéma dans son jeu. Je te rejoins largement là-dessus, peut-être pour faire plus un focus en défense. En fait, même plus largement, je trouve que Will Weaver est assez frileux sur ses adaptations et qu'elles sont, je trouve, assez rares. Par contre, quand il s'adapte, et moi, je sais qu'on l'a cité dans le podcast de débrief en Eurocup il y a quelques jours, le passage en zone, par exemple, qu'on a vu contre Le Mans et contre Trento, donc en Eurocup, mais contre Le Mans en championnat, fait, je trouve, partie des seules adaptations que tu vois vraiment, par rapport aux autres matchs, où je trouve vraiment ça c'est, enfin, ça nous a éclaté au visage en fait cette manière de défendre par rapport à ce qui peut être proposé d'habitude du côté de Paris, parce que déjà ça a défendu, on peut commencer déjà par là. C'est plutôt rare par rapport à la 17e défense du championnat. Et effectivement, je te rejoins sur le côté offensif où on n'a pas forcément souvent l'impression de retrouver des systèmes qui se répètent et d'avoir déjà vu même 2 fois la même action depuis le début de la saison. Euh, je prendrai même des exemples pour dire que un garçon comme Gauthier Denis, par exemple, pourrait être en tout cas bénéficiaire de ce genre de système où tu peux peut-être mettre en place des choses plutôt simples pour le trouver dans le corner. Et souvent, quand il a le ballon, encore une fois, c'est des ballons où il va être un peu remis à lui-même à prendre des tirs un peu compliqués, même si je trouve que moi, je trouve pas son début de saison mauvais à Gauthier. Mais dans la généralité, c'est vrai qu'on laisse beaucoup de liberté, en tout cas, aux joueurs. C'est peut-être aussi là le problème de cette équipe. Moi, je trouve que ça manque un peu de cadre. Et il y a des joueurs qui en font peut-être un peu trop, mais ça, je te laisserai continuer là-dessus. Là, on en revient un petit peu comment dire, aux choses qu'on pointait du doigt dans la preview. C'est cette absence de meneur gestionnaire. On a plus l'impression, en tout cas, que ça joue un petit peu à l'instinct pour Paris. Et c'est pas étonnant quand on voit les joueurs qui portent la balle. Alman est un très bon passeur, mais un passeur parce qu'il sent le jeu et pas parce que il établit le système et il fait la bonne passe au bon moment dans le bon angle. C'est plus parce que il a fait une première différence individuellement et qu'il arrive ensuite à décaler pour un coéquipier. Et c'est un petit peu la même chose pour Tyrone Wallace en moins bien, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est des choses qui se voient même dans les victoires de Paris. Euh, chaque même quand il y a eu des avances fortes, je me rappelle le match du Mans est globalement très très bien maîtrisé par Paris dans sa globalité, mais quand Le Mans fait un retour vers le troisième quart-temps, on se dit que tout est possible et qu'ils peuvent repasser devant, parce que quand Paris perd un petit peu pied dans une rencontre, on a l'impression que il se noie presque complètement et qu'il y a pas quelqu'un pour, en tout cas un joueur capable de reposer le jeu, de calmer les choses pour remettre des systèmes en place et pour restructurer un petit peu cette équipe. Et c'est ce qui fait, c'est une des choses qui font grandement défaut. Jérémy Evans a apporté, comment dire, un semblant de structure parce qu'il fait des choses très simples en attaque et il a pris un rôle assez important très rapidement. Et ça a bien aidé, par exemple, dans les moments où Paris a un petit peu de difficultés, notamment en attaque, il a permis à cette attaque de gagner, en efficacité. Et donc voilà, c'est un petit peu le problème avec Paris, ce qu'on avait grandement pointé du doigt. Et également, le fait de pas avoir de meneur, peut-être ce petit manque d'alternance avec le secteur intérieur, même si
Je sais pas ce que t'en penses, ça va quand même beaucoup mieux depuis quelques matchs maintenant. Alors, bah, tu pointais le problème du manque de meneur. Bah, je voulais juste te donner une petite stat pour appuyer ce que je vais dire après. Donc, Tyrone Wallace, c'est le joueur en championnat qui perd le plus de ballons de toute la Betclic Elite, 4,7 par match. Le quatrième, c'est Kyle Holman avec 3,6. Et le huitième, c'est Amir Sims. Certes, il a joué que la moitié des rencontres en championnat, mais il a 2,8 par match. Paris, qui est, je crois, donc, je vous l'ai dit, 17e, 17e en perte de balles par rencontre cette année. Pardon, oui, du coup, deuxième du championnat avec 16, quasiment 17 ballons perdus par rencontre. Et tu vois, tu parlais de Tyrone Wallace, qui n'est pas forcément un bon passeur. Je trouve que c'est pas un passeur créateur, c'est pas celui qui va trouver la bonne passe, en tout cas, qui va créer euh, une passe qu'on va appeler décisive, mais c'est plutôt un passeur opportuniste. Je trouve en tout cas qui va trouver pas des passes faciles, mais en tout cas dans des passes que le jeu demande. Et quand il essaie justement de créer des choses, c'est là où il va s'en mêler un peu les pinceaux, ou alors quand il va essayer d'y aller tête baissée. Euh, Maintenant, ce que tu dis, c'est que ça va mieux sur l'alternance meneur. Bah ouais, mais en même temps, sur les deux dernières rencontres, donc celle de contre Grande Canaria en Eurocup et Betclic Elite contre Le Mans, il manquait quand même Tyrone Wallace. Et c'est vrai que là, du coup, Kyle Holman s'impose vraiment comme un meneur euh, enfin, soliste qui va du coup avoir cette gestion. Et d'ailleurs, contre Le Mans, il met pas un tir, je crois qu'il a 4 sur 14 au tir. Mais il fait pas un mauvais match parce que moi, je sais que c'est le nombre de tirs qu'il a loupé, je les ai pas vraiment sentis dans la rencontre tellement je l'ai trouvé connecté au jeu et qu'il faisait ce que le jeu demandait. Donc quand il y avait une passe à faire, il la faisait, il allait pas forcer un tir. Ou du moins, il l'a fait et je trouvais que ça s'équilibrait plutôt bien. Et bah, forcément, quand on voit ça, on se dit forcément, il manquait Tyrone Wallace. Il y avait John Belguerin qui était capable un peu de prendre le ballon, de jouer avec. Tu as du Axel Toupane aussi qui est capable de remonter le ballon. Tu as une alternance en tout cas plus simple. Et puis, Jeremy Evans qui a quand même des mains à l'intérieur. C'est Dustin Sleva qui a plus de minutes. Et pour un intérieur, c'est un très bon passeur. Moi, je trouve globalement que l'équilibre s'était mieux formé avec Jeremy Evans. Ça va être un débat qu'on aura plutôt en fin d'émission, mais je te rejoins complètement là-dessus. Justement, sur un peu les minutes du Paris Basketball, on voit que quand même, donc on l'a dit, il y a deux meneurs qui polarisent beaucoup en termes d'utilisation de la balle, de usage. Comment Will Weaver utilise son groupe plus globalement, que ce soit en termes de minutes, que ce soit du ballon dans les mains ou que ce soit en termes de tirs, qui prend les tirs, qui a le plus de minutes. Je te laisse un peu détailler tout ça, Lilian. Bah, en début de saison, quand il y avait du coup ce duo, Alman Wallace, il prenait énormément de place au détriment de joueurs qui avaient un rôle plus conséquent dans l'équipe. Bah, ceux qu'on a en tête notamment, c'est Dustin Sleva et Gauthier Denis, même si tu l'as dit, ça va un petit peu mieux depuis quelques matchs. Et les intérieurs étaient un petit peu sevrés de ballon, alors qu'ils étaient plutôt très efficaces. Amir Sims fait un très bon début de saison avant de se blesser. On a été surpris de ses performances. On l'attendait pas peut-être aussi bon et aussi complet dans ce profil un peu hybride 3-4, 4-3. C'est un, comment dire, il a un corps d'intérieur, mais un petit peu un jeu d'ailier, donc c'est assez particulier. On avait trouvé aussi que Ismaël, Kamagaté, qui était de plus en plus responsabilisé, notamment la saison dernière, redescendait un petit peu en termes de fréquence de tir et aussi du type de tir qu'il pouvait tenter. Il est pas mal là sur un peu du catch and finish, alors que l'an dernier, on pouvait peut-être le voir s'écarter un petit peu plus ou en tout cas tenter des choses différentes. Euh, Plus globalement, c'est en termes de minutes, il y a peut-être un petit peu une surdépendance quand il y avait Wallace qui jouait au duo. Peut-être que le duo jouait un petit peu trop et du coup s'essoufflait parfois dans les rencontres, ce qui peut forcément engendrer des pertes de balles quand tu es un petit peu moins lucide. Et à contrario, il aurait peut-être fallu donner un petit peu plus de minutes à Dustin Sleva et Gauthier Denis. Bon, ça, en vrai, c'est des problématiques, c'est des choix de coach. Et en termes de minutes, c'est pas forcément tellement discutable. C'était plus en fréquence de tir où je trouvais vraiment que la traction arrière avait beaucoup trop de tirs par rapport à son efficacité, notamment en comparaison avec les joueurs du secteur intérieur. Mais voilà, comme on l'a dit, je trouve que depuis quelques matchs,
ça c'est quand même assez bien équilibré et du coup ton jeu est un petit peu moins lisible pour les autres équipes, je trouve. Justement, tu parlais d'Ismaël Kamagaté. Enfin, je te pose une question qui était pas forcément prévue, mais est-ce que tu trouves pas que son utilisation telle qu'elle l'est aujourd'hui, en tout cas, comme tu le dis, sur du catch and finish, est peut-être pas plus efficiente que ce qu'il pouvait avoir l'an dernier lorsqu'on lui donnait des responsabilités, parce que c'est vrai que ballon en main, il est capable, en tout cas, de shooter un peu mes distances maintenant. Ça, c'est une arme qu'il utilise beaucoup moins cette année, mais qu'il est capable d'utiliser. Par contre, mais je le trouve plus efficient parce que quand il fait une action, elle a beaucoup plus de chances d'être positive pour son équipe. Je sais pas si toi tu rejoins un peu ce biais-là. Ouais, mais moi, ce que je regrettais sur le début de saison, c'était de pas utiliser sa menace de lob. Et c'est notamment ce qui a fait le pain de Paris la saison dernière, c'est sa relation avec Kyle Allman sur pick and roll, et qu'on a beaucoup plus vu sur les derniers matchs, et ça s'est retranscrit par des meilleurs résultats. Mais je veux dire, quand tu as un rim runner comme Ismaël Kamagaté, qui à la fois peut courir, peut très vite se projeter au cercle et pose de bons écrans, enfin, je veux dire, c'est un petit peu du pain béni pour à la fois pour le joueur qui est Allman, le meneur qu'il est dans cette équipe de Paris, et à la fois pour Paris pour avoir des tirs assez faciles, surtout que tu as une équipe qui a plutôt alors ça se voit pas dans les stats, mais qui théoriquement a un bon spacing, avec Tyrone Wallace qui nous avait monté en pré-saison, avait un bon tir à 3 points, avec Gauthier Denis, avec Dustin Sleva, bon, qui a une adresse un petit peu fluctuante pour le moment, mais qui est capable de s'écarter. Donc moi, c'était vraiment dans cette vraiment, Ismaël Kamagaté doit être utilisé sur le pick and roll, et Paris doit faire du pick and roll une de ses armes prioritaires. On parlait au début qu'on voyait pas beaucoup de schémas se répéter à Paris. Ça, c'est vraiment quelque chose que Paris doit faire. J'ai envie de dire presque une possession sur deux, ou au moins, même si ça ne fonctionne pas, quasiment l'essayer sur chaque possession, d'initier un pick and roll. Et puis, si ça ne finit pas par une finition d'Ismaël Kamagaté, ça peut finir pour un kick out sur un des shooters ou pour une autre situation. Mais ça, par exemple, c'est un schéma qu'on doit voir plus souvent dans les futurs matchs de Paris cette saison. Est-ce que, on va peut-être rentrer un peu plus dans le sujet, tu l'as cité tout à l'heure, la manière de jouer de Paris plairait énormément aux États-Unis. Je sais qu'on l'a déjà dit de manière caricaturale, pardon, que le Paris Basketball est une équipe de G-League, si on veut vraiment grossir le trait. Est-ce que le jeu up-tempo parisien est adapté au championnat? Il y a beaucoup de statistiques. Paris gonfle ses stats parce qu'il y a beaucoup de possessions. Je crois que c'est la 5 ou 6e évaluation du championnat, alors que c'est la 16e équipe au classement, donc ça retranscrit pas forcément le jeu. Je sais que le Blois aussi a une évaluation super haute, mais qui commence un petit peu à baisser dans les classements, puisqu'ils ont fait un super début de saison, ils sont en 4-0, ils sont en 5-4 maintenant, donc ça commence aussi à redresser. Dis-moi un peu, Lilian, est-ce que tu penses que c'est adaptable ce schéma est adaptable au championnat? Est-ce que Paris s'est trompé de plan de jeu, tout simplement, ou pas? Dis-moi. En tout cas, sur ce début de saison, ça leur donne pas raison. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai envie de dire que même si Paris s'est trompé, et on continue avec cette philosophie, je vois pas pourquoi Will Weaver changerait maintenant son fusil d'épaule après seulement un petit peu moins de 10 matchs en B-Click Elite, surtout que ça a parfois rapporté quelques victoires. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai envie de répondre par la négative à cette question, mais ça se voit dans les stats. Tu le dis, bon, forcément, si Paris joue plus de possession, les adversaires de Paris jouent également plus de possession. Paris concède le plus de tirs à 2 points et à 3 points en termes de totaux de la ligue. Et couplé à cela, c'est l'équipe qui concède également le plus de rebonds offensifs aux adversaires. Donc forcément, toutes ces statistiques mêlées font que Paris est une des pires défenses du championnat, à la fois statistiquement, mais également ça se voit également d'un point de vue visuel, il y a énormément d'erreurs, que ce soit individuelles ou collectives. Et forcément, le fait que Paris attaque rapidement et après soit confronté en défense à des attaques qui ne jouent pas au même rythme, qui te font défendre beaucoup plus longtemps, et surtout quand en Betclic Elite, pardon, tu travailles beaucoup en défense. Il y a de nombreux écrans, il y a pas mal de mouvements quand même sans ballon. Et par rapport, on le compare à voilà une équipe de G League.
j'ai envie de dire que de l'autre côté de l'Atlantique, toutes les équipes jouent assez rapidement. Donc on va dire que même si tu attaques vite, de l'autre côté, tu vas pas défendre forcément hyper longtemps. Alors qu'en Betclic Elite, c'est les deux extrêmes. Tu attaques très vite, mais tu vas défendre très longtemps. Il y a des attaques également en Betclic qui vont assez vite. On cite souvent Rouen qui, avec Jean-Denis Chouly, qui a un jeu assez rapide également. Mais franchement, en comparaison avec Paris, des fois, c'est rien. Et surtout que, aussi, je trouve que des fois, Paris, voilà, on dit qu'il y a une absence de système. Paris de l'autre côté fait attaque vite et en plus fait assez peu travailler les défenses adverses. Il y a souvent un écran et puis bon bah ça essaye souvent une solution individuelle assez rapidement ou un tir. Et donc bah, tout ça fait que Paris peut se fatiguer et de l'autre tu donnes beaucoup de munitions à tes adversaires et c'est qui fait que si t'es pas au maximum de ton efficience offensive et on l'a vu ça a beaucoup pêché en début de saison notamment en termes d'adresse qui n'était pas forcément au rendez-vous, et ben de l'autre côté, les équipes adverses vont te le faire payer et ça s'est vu en termes de totaux, alors que les pourcentages sur certains secteurs des adversaires sont pas forcément hyper hauts, hein, mais du coup le nombre de tirs que tu laisses aux adversaires, bah forcément fait que ça tombe dedans au bout d'un moment. Oui, c'est vrai que tu parles des pourcentages. Paris a le 17e pourcentage à 3 points du championnat, le 17e pourcentage au lancer franc, alors qu'ils ont, en tout cas pour les 3 points, c'est ceux qui en tentent le plus par match, à raison de 28 tentatives par rencontre, et troisième total de lancers francs tentés par match avec 25,6. Donc c'est des chiffres qui sont pas normaux, et comme tu le dis, moi enfin, si t'es pas à une efficience, une efficacité en attaque qui est au minimum normale, tu vas pas pouvoir les embêter. Moi, ce qui m'embête un peu, moi, je pense que Paris peut tirer profit de cette manière de jouer, pas forcément tout de suite, peut-être à force de aussi maîtriser, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas du tout adaptés pour ça. De Sleva, c'est pas un joueur habitué à courir. Gauthier Denis non plus. Vraiment, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus efficaces sur demi-terrain. Je pense que ça va fonctionner, mais il faut absolument que tu aies un renfort dans le secteur intérieur, ou du moins que tu, que tu laisses moins de possibilités à l'adversaire de prendre feu à 3 points. Et tu l'as dit, pourtant, les pourcentages adverses globaux sur la saison sont pas fous. Je crois que c'est de l'ordre de 35-36% à 3 points. Ouais, mais du coup, ils vont en prendre plus, ils vont en rentrer plus. Et le début de saison de Paris à 3 points, il est cataclysmique. Au lancer franc, ça a toujours été un péché mignon du club. Bah, ça change pas cette année, hein, c'est encore très bas. Tu couples à ça le fait que tu perds un nombre de ballons colossal. euh, c'est très compliqué pour le Paris Basketball de gagner des matchs. Et pourtant, j'ai envie de donner un peu d'espoir et de positivité là-dedans. Paris devait gagner à Bourg pour l'ouverture du championnat. Ça s'est joué à un dernier carton qui s'est mal passé. Tu es contre Blois, tu es dans le match tout le long. Il y a vraiment moyen de le prendre à domicile. Je trouve que Paris n'a jamais été largué en soi, parce que même Monaco, ça a été très serré. Et qu'il manque pas grand chose pour que la pièce tombe de l'autre côté, en fait. Je sais pas si toi tu me rejoins un peu sur ce genre de choses. Ouais, totalement. Et j'ai envie de revenir sur ce que tu disais en termes de personnel. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'en fait, le personnel n'est pas adapté selon le côté du terrain, j'ai envie de dire. En attaque, des joueurs comme tu le disais, Dustin Sleva, s'imbriquent pas forcément bien dans un système qui joue très rapidement. Lui qui aime bien prendre notamment des positions au poste bas. Et en même temps, en défense, ton personnel j'ai envie de dire sur le plan théorique qui est bon, mais parce que tu as des joueurs qui sont plutôt athlétiques, longs, Kyle Allman, Tyrone Wallace, ils sont capables de défendre, mais dans la réalité du terrain, c'est carrément l'inverse. Euh, je pense on s'est beaucoup attardé sur le point de vue offensif, mais défensivement, c'est quand même parfois cataclysmique ce que propose Paris, à la fois en termes de lecture et en termes d'effort, je trouve que ça va, mais vraiment, parfois, en termes de positionnement et de lecture, c'est catastrophique. Et
autant offensivement, je trouve que le fait que Will Weaver soit revenu sur le banc, ça a permis d'améliorer les choses. Autant défensivement, à part ce qu'on avait dit, certaines adaptations sur certains matchs, mais quand il reste dans son schéma classique, soit de défense 1 contre 1, soit d'essayer de switcher, il y a beaucoup d'erreurs qui coûtent énormément de points à Paris. Et ça, voilà, il y a peut-être un petit souci dans les personnels qui sont pas forcément adaptés pour jouer en même temps des deux côtés du terrain. Ça tombe bien que tu parles de personnel. Moi, je te propose qu'on switch sur la dernière partie de cet épisode qui était une ouverture sur la suite de la saison. On avait deux petits sujets là-dedans à vous présenter. On va commencer par le premier. On l'a dit, les dernières sorties du Paris Basketball étaient plutôt bonnes. Voilà, il y a eu cette victoire contre le Mans. Même en Eurocup, ça avait pas été déshonorant les performances. Lilian, est-ce qu'il y a quand même de quoi avoir de l'espoir pour cette équipe parisienne? Peut-être que justement cette victoire juste avant la trêve peut faire souffler un peu l'équipe avant de reprendre le chemin du championnat dans quelques jours. Ouais, cette victoire là, forcément fait du bien quand tu pars comme ça après où chacun va un peu soit un petit peu en vacances, soit pour d'autres jouer des matchs avec leurs équipes internationales, nationales pardon. Forcément, ça fait du bien. Après, est-ce que ça donne de l'espoir? J'ai envie de dire que oui, Paris va certainement mieux jouer que sur ce début de saison, ça c'est certain. Mais est-ce que ça va être à la hauteur de ses ambitions, notamment bah, l'objectif est affiché quand même pour sa deuxième saison, c'est essayer d'être au plus proche des playoffs et y être dans le meilleur des cas. Mais ça, j'ai un petit peu de mal à le voir parce que euh, alors oui, vous parliez notamment d'un match référence contre Le Mans. Euh, oui, mais c'était pas pour moi t'avais encore trop d'inconstance dans les performances et ça t'a souri dans ce match face au Mans parce que t'avais très bien débuté et donc t'avais une avance confortable. Mais face à des équipes qui seront dedans dès les premières minutes du match, je trouve que t'as encore trop de hauts et de bas et tu peux avoir des moments d'inconstance dans un match au niveau notamment du tir, ça c'est tout à fait normal, c'est le basket qui veut ça. Mais ce qu'on pointait du doigt, c'est dans cette gestion et j'ai du mal à croire qu'elle va s'améliorer, notamment avec le retour de Tyron Wallace. Si les deux joueurs, Allman et Wallace, vont encore se partager un petit peu la gonfle et se répartir les rôles, est-ce que ça peut prendre? Ça, j'ai un petit peu des doutes. Et, et du coup, oui, Paris va, je pense, un petit peu surfer sur on va dire ce premier quart de la saison, cette fin de premier quart qui était plutôt encourageante. Mais est-ce que pour autant Paris va faire une bonne saison par la suite? J'ai quelques doutes. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, juste pour revenir sur Le Mans, je trouve dur sur la prestation parisienne. Je trouvais justement que tu avais fait 36 minutes de qualité et que les quelques minutes dans le troisième quart-temps où tu avais été un peu débordé par Le Mans, c'est surtout parce que Matt Morgan avait pris feu et que c'est pas. Et que moi je trouve que ça avait été plutôt bien géré en fait ce temps faible dans sa globalité. Et voilà pourquoi on avait parlé de référence. Moi je trouve que Paris a fait un match plein en fait. Voilà pourquoi je l'avais mis. Euh, Maintenant, pour la suite, bah, je sais pas si ça va forcément cliquer tout de suite. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est obligé que ça clique tout de suite parce que les deux prochains matchs championnat, c'est Rouen et, euh, et le Portel en Betclic Elite, qui sont 13e et 15e. Donc, bah, déjà, des équipes qui sont autour de toi. Enfin, c'est ton championnat encore hein, pour l'instant. Donc, je trouve des victoires absolument impériales à prendre parce que derrière, tu vas enchaîner Dijon, le Asvel, Boulogne, avant de jouer Nancy et Gravelines pour finir l'année 2022. Donc, en fait, il faut prendre des victoires maintenant. C'est des victoires contre des. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on se répète de saison en saison, mais c'est des victoires contre des équipes qui jouent dans ton championnat actuellement. L'an dernier, Paris avait a jamais gagné contre une équipe qui était mieux classée qu'elle. J'espère que cette année, ce sera un peu plus enfin, moins bien classé, pardon. Et j'espère que ce sera le cas cette année. Euh, je trouve qu'il y a urgence en fait dans le fait d'aller chercher des victoires parce que le calendrier qui va tomber derrière est plutôt relevé. Sachant qu'il y a l'Eurocup au milieu, je sais qu'on en a un peu parlé la semaine dernière,
mais que bah, tu vas peut-être devoir te retrouver à faire un choix à la fin de l'année 2022. Est-ce que tu privilégies les playoffs d'Eurocup absolument, ou est-ce que tu vas tout miser sur le championnat? Ça va être, je trouve, la question à résoudre pour Will Weaver si jamais ça tourne un peu au vinaigre sur la fin de saison 2022. La fin de l'année, pardon. Je te propose qu'on finisse sur le dernier petit sujet qui forcément a passionné énormément les foules récemment parce qu'on a reçu un nombre de questions sur son cas absolument démentiel par rapport à d'habitude. C'est Jeremy Evans. Jeremy Evans qui était donc en pigiste médical d'Amir Sim jusqu'au 15 novembre. 15 novembre, ça va être très bientôt, c'est dans 2 jours pour nous au moment où on enregistre, demain pour vous quand vous l'écouterez sur les plateformes. Qu'est-ce qu'on fait avec Jeremy Evans? Tout simplement, on rappelle que le Paris Basketball et même toute équipe en Betclic Elite ne peut avoir que 4 Américains sur une feuille de match. Est-ce qu'on signe Jeremy Evans et on prend la décision de mettre un Américain sur le banc, qui ça pourrait être d'ailleurs, ou alors on préfère s'en passer, mais il faut dire que son apport depuis son arrivée était quand même assez exceptionnel. Bah, tu vois pourquoi je suis pas très enthousiaste? C'est parce que pour l'instant, Jeremy Evans n'est plus dans l'effectif. Enfin, techniquement, normalement, il est plus dans l'effectif de Paris. Euh, et j'ai bien peur que sans lui, on retombe un petit peu sur l'équipe qu'on a eue en début de saison. Alors, on a très clairement vu il a changé le visage de cette équipe. Et pourquoi on en parle pour le potentiellement le prolonger? Alors voilà, Paris a 4 Américains, donc on ne peut pas en avoir un cinquième. Donc se posera la question de forcément de renvoyer un des joueurs américains. Alors on n'a pas forcément d'infos sur le fait que Jeremy Evans serait prolongé à Paris ou non, mais à la fois le fait que on a vu plusieurs joueurs de l'équipe sur les réseaux sociaux un petit peu plaider sa cause pour qu'il reste dans l'effectif, et à la fois parce que et c'est quelque chose qu'on soulignait en début de podcast par rapport à petit peu au fait que Paris soit frileux sur le marché des transferts notamment, mais certaines équipes n'auraient absolument pas hésité à conserver d'emblée Jeremy Evans et le mettre à la place d'un autre joueur. On a déjà vu sur ce début de saison des équipes qui ont bougé pour améliorer leur effectif. On pense notamment à Strasbourg qui était un petit peu dans la même situation que Paris, qui a une seule victoire cette saison pour le moment. Et donc, bah, tout ça, tous ces un petit peu ces petits éléments font que c'est légitime de se poser la question. Alors, est-ce que Paris le fera? Bah, par rapport aux antécédents bah, de ce qu'on connaît un petit peu du club parisien, j'ai envie de dire que non. Mais vu l'impact qu'il a eu sur l'équipe, ça me paraît difficile de voir la suite de la saison sans lui. Non, mais Jeremy Evans, enfin, t'es pas obligé de couper un joueur en fait si Jeremy Evans est signé, c'est juste que tu vas être obligé d'en mettre un dans les tribunes. Toi, t'es plutôt de l'avis qu'on le signera pas, et moi j'ai tellement envie de dire que j'y crois depuis quelques jours parce que c'est trop pour moi c'est trop un move en fait par les basketball. C'est un truc qu'on n'attend pas. En plus, les joueurs, en tout cas, tu le citais, mais c'est Amir Sims et Kyle Holman Jr. sur les réseaux sociaux qui ont fait un peu de la promo pour Jeremy Evans. Donc moi, je crois vraiment que Paris va oser faire comme personne ne fait d'habitude et aller chercher et prendre un cinquième américain je saurais pas trop de sens en termes de gestion d'effectifs. Je te rajoute des problèmes parce que bah, finalement, en fait, je sais même pas qui tu vas mettre sur le banc. Est-ce que tu vas choisir de mettre. Moi, je pense que tu mettrais probablement un intérieur sur le banc, vu que tu rajoutes un intérieur. Mais tu vas pas aller jusqu'à mettre ton capitaine de Snisteva en tribune. Ou alors, bah, tu le citais, est-ce que tu fais pas du tri plutôt sur les postes arrière, là où tu es déjà peut-être un peu blindé? Évidemment, on a une pensée pour Tyrone Wallace qui, certes, fait des stats, mais dans la globalité, fait un début de saison qui est plutôt mauvais. En tout cas, pas aux attentes qui étaient celles du club parisien en début de saison. J'ai envie de te dire que moi, je crois que Paris va tourner avec 5 Américains. C'est pour ça que moi je te dis, enfin, je parlais d'emblée de la perspective de renvoyer un joueur parce que je vois pas comment, enfin tu le disais, mais je vois pas en termes de gestion d'effectifs comment tu fais pour mettre un joueur sur le banc quand t'as que 2 matchs par semaine.
Autant Monaco, il y avait cette situation-là l'an dernier, mais tu joues 3 matchs par semaine avec l'Euroleague, donc forcément, ça tourne. Tu peux pas non plus jouer tous les matchs, donc ça, d'accord. Mais à Paris, je vois. Après, comme tu le dis, le club fait a parfois des décisions qui nous surprennent et qui vont souvent à l'encontre de ce qui se fait généralement dans le championnat. Mais moi, j'ai du mal à voir ça. Après, garder Jeremy Evans serait la logique même. Je veux dire, n'importe qui a vu les matchs de Paris sans et avec Jeremy Evans a vu une différence claire et nette, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. Donc oui, le garder semble évident, mais Paris ne fait jamais des choix évidents, que ce soit sur tous les aspects sportifs, événementiels, hors terrain. Donc c'est vrai que on attend avec impatience la reprise du championnat face à Rouen, parce que forcément plus le championnat va approcher, plus on aura d'informations. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, le cas Jeremy Evans, bien malin, qui sait, qui va savoir ce que Paris va faire avec le joueur américain. Wait and see, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Sur ce, on va nous s'arrêter ici. Je vous rappelle un peu le calendrier avant de vous quitter. Ce sera donc déplacement à Rouen en championnat le 20. Il y a la réception du Portel le 27 novembre. Après, ce sera des matchs contre Dijon, Lasvel et Boulogne-le-Valois plus tard dans le mois de décembre. Il y a aussi 2 matchs en Eurocup dont j'ai pas du tout le calendrier tout de suite, mais on en a Mais parlé un c'est petit pas peu grave, dans. allez écouter le podcast Eurocup, vous saurez tout. Et c'est exactement ce que j'allais dire, le podcast Eurocup qui est toujours disponible sur toutes nos plateformes, donc que ce soit YouTube et toutes les plateformes de podcast comme Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Justement, pour les plateformes, n'hésitez pas à nous mettre des petites notes, des petites étoiles pour celles qui le demandent, des likes sur YouTube, etc. Ça nous aidera à référencer un peu plus mieux le podcast et à le faire découvrir à d'autres fans de basket, d'autres fans de Betclic Elite, pour les intéresser justement au Paris Basketball. Nous, on va se retrouver justement dans quelques jours, et oui, il y aura un podcast avant le retour du championnat sur les performances en équipe de France, parce que 3 Parisiens sont sélectionnés cet automne avec les Bleus. Même, on va même parler d'ailleurs d'Amar Gigic aussi un petit peu avec la Bosnie, mais parce qu'il affrontera justement les Bleus ce lundi soir. On vous fera un petit retour sur la performance de nos 3 Parisiens qui sont sélectionnés en équipe de France. Sur ce, je vous dis à dans quelques jours. Prenez soin de vous et à bientôt. À plus.